Alors, vous pouvez vous attendre à deux choses ce soir pendant ce débat. Donc, premièrement, un débat amical, c'est ce qu'on souhaite, c'est ce que les deux parties souhaitent. On va garder ça le plus cordial possible. L'important, c'est vraiment d'aller en profondeur aussi dans la question. Donc, le thème, il y aura un thème pour ce débat, c'est l'indépendance du Québec. Et le thème sera décliné en 4 questions. Donc, le Québec devrait-il être un pays? Monsieur Saint-Pierre Plamondon, on vous laisse 3 minutes. Et c'est parti. Donc, vous comprendrez qu'en 3 minutes, le but, ce n'est pas de faire la liste exhaustive des raisons pour l'indépendance du Québec. Je vais quand même me permettre de rappeler la base, c'est qu'il y a un droit des nations, des peuples, à avoir leur pays. C'est aussi fondamental que ça. Et c'est une extension dans le cadre de l'histoire du Québec d'un principe très, très simple qui est maître chez nous. Et ce n'est pas un enjeu qui est désuet ou archaïque lorsqu'on regarde l'actualité politique actuellement. Maître chez nous, c'est un point d'interrogation en 2016. Ce n'est pas un état des lieux, ce n'est pas un état de fait. Et si j'ai 3 minutes à consacrer à cette question de base, je vais vous renvoyer au livre qui fait dire oui, si vous voulez, la liste exhaustive des raisons. Et je vais plutôt m'attarder à ce qui a changé en 2016 par rapport à 1980 et 1995. Parce que le discours, un des discours contre le projet d'indépendance, c'est celui du caractère désuet de l'idée. C'est une vieille chicane, je pense, pour reprendre des termes de Justin Trudeau. Voici quelques faits que je veux vous rappeler par rapport à l'état des lieux en 2016. Le premier, c'est que dans une économie mondialisée, chaque nation est en concurrence et donc a besoin d'une image de marque et a besoin de miser sur ses avantages concurrentiels propres. C'est très difficile à faire lorsque son pays met en valeur toutes sortes d'autres choses que ce que nous, on a à mettre en valeur. Et donc, sur le plan de l'avantage concurrentiel, le plan strictement économique dans une économie globalisée, l'indépendance du Québec tombe sous le sens absolument. Autre argument de 2016, la volonté de rapatrier notre pouvoir démocratique. Il y a bel et bien une perte de pouvoir démocratique. Les gens se sont fait déposséder d'une certaine manière de la démocratie. Le pouvoir s'est envolé à Davos et s'est envolé ailleurs. Et on voit partout dans le monde, notamment en Europe, une volonté de ramener le pouvoir à une échelle qui est gérable et légitime. Et ça, c'est très actuel en 2016. Un autre fait que je veux mentionner, le rapport entre Montréal et Toronto. Jane Jacobs, dans les années fin 70, disait « Le problème de l'unité canadienne, c'est qu'il va y avoir une centralisation de toutes les décisions et le pouvoir d'affaires en une seule ville, comme il est arrivé à Philadelphie par rapport à New York, ou à Lyon par rapport à Paris, ou à, plus je nommerai pas toutes, mais il y a toujours une centralisation dans la capitale. C'est ce qui explique des « wow ». Montréal-Toronto, c'est une question qui va faire l'objet de plus d'études, de mon point de vue, par l'Institut sur l'indépendance, mais c'est très important en 2016. Et c'est surtout sortir de l'indécision chronique. Donc, mon dernier point, j'aurais eu d'autres points intéressants en 2016, mais mon dernier point, c'est que le Québec ne peut pas demeurer dans une instabilité puis une indécision éternellement. Et en 2016, si le Québec avait eu sa place au sein du Canada, on le saurait. Donc, il y a eu des noms de bonne foi en 95, dont ceux de mes parents, qui aujourd'hui ont leur carte de membre du PQ parce qu'ils ont été floués d'une certaine manière en 95 et donc il n'y a plus de nom de bonne foi. Je pense qu'il faut, en 2016, tirer la conclusion que le Québec n'a pas sa place au Canada. Merci beaucoup. Donc, merci, M. Zanetti, c'est à votre tour. Merci. J'investis 20 secondes pour vous remercier d'être ici. Ceux qui veulent se faire une opinion sur la question, ceux qui sont ici avec toute l'ouverture, moi je suis ici pour vous, pour ceux qui sont ouverts, pour avoir un débat d'idées qui fait qu'on va s'en sortir tout le monde ensemble et qu'on va réussir à faire l'indépendance. Merci. Maintenant, à Ottawa, il y a un parlement, vous n'êtes pas sans le savoir, dans lequel se décident des choses importantes. On y décide de la politique étrangère du pays dans lequel nous sommes. On y décide des principaux investissements économiques qui sont faits. Dans les dernières décennies, ça a été un choix pétro-étatique. Il s'y décide la protection de nos cours d'eau. Il s'y décide la protection de la langue aussi, d'une certaine façon. Il s'y décide les politiques culturelles, les politiques scientifiques, le transport interprovincial d'hydrocarbures, sujet à la mode. Il s'y décide la réglementation dans les ports, en partie de l'agriculture. Et en fait, il s'y décide tout ce dans quoi
le gouvernement canadien décide de s'octroyer un pouvoir qu'il n'a pas, de dépenser dans les champs de compétences des provinces. Bref, il se décide pas mal de choses dans un Parlement dans lequel les Québécois sont représentés à 23 %. C'est ça le fond du problème. L'enjeu, c'est que nous sommes gouvernés dans une instance où nous sommes systématiquement minoritaires et où, lorsque, et c'est très normal que ça se passe ainsi, la majorité gagne, ben, ce sont les intérêts canadiens qui priment sur les intérêts du Québec lorsqu'ils ne sont pas en accord. Et ça arrive sur plein de sujets. Les sujets entourant la langue, la culture, évidemment, mais aussi entourant l'économie, entourant la protection de l'environnement, les relations étrangères. Est-ce que nos militaires doivent aller à telle ou telle place? Le Québec doit faire l'indépendance pour se donner une voix à ce chapitre, pour être capable de protéger ses cours d'eau, pour être capable de protéger les belugas, pour être capable de protéger le français à Montréal, l'air de Limoilou et nos terres agricoles de partout qui sont en train de se faire vendre pour des buts spéculatifs à des entreprises financières internationales. Le Québec doit pouvoir lutter contre les paradis fiscaux. Toutes les choses que je nomme en ce moment, ce sont des pouvoirs qu'une province canadienne n'a pas. Alors, si on veut être en mesure de faire face aux défis du 21e siècle, je parle des changements climatiques, mais aussi aux défis de la nécessaire transition énergétique qu'on devra faire dans les prochains 80 ans, on doit se donner les moyens politiques de le faire. L'enjeu de l'indépendance, c'est la liberté. La liberté de choisir par nous-mêmes. Comme disait Robert Laplante, un peuple se gouverne où il est gouverné. Et on n'est jamais mieux gouverné que par soi-même, je pense. Alors voilà les raisons, en 3 minutes, disons, fondamentales. Mais oui, c'est une bonne idée de lire le livre qui fait dire oui. On en a plein là-bas. Merci. Moi, ma job, c'est de faire des gros yeux, là, quelque chose qui... C'est Saint-Pierre Plamondon. Donc, j'ai 1 minute de plus. Je vais rajouter un argument qui, moi, me tient à cœur. Ceux qui me connaissent par le passé dans Bazo.tv ou qui m'ont vu dans Génération d'idées planter des balais pour avoir la commission d'enquête sur la construction au Québec vont reconnaître un argument qui m'est typique. Il y a bel et bien une culture du mensonge qui a découlé de notre décision de voter non en 1995. Elle s'est exprimée par le scandale des commandites et une mentalité d'achat de la stabilité du Québec au sein du Canada. Et elle s'est incarnée par Jean Charest à partir de 2003. Et c'est en train littéralement de détruire nos capacités étatiques. Et les conséquences budgétaires se traduisent par des problèmes en éducation, en santé, en services sociaux, mais surtout en une perte de confiance en nous-mêmes. Et moi, ce sujet-là, il vient beaucoup me chercher. Il faut être capable de faire le lien entre la décision de 1995 et tout ce qui s'en est suivi, parce que c'était officiellement le plan de Jean Chrétien, c'est-à-dire intimider les souverainistes, acheter le Québec par des moyens illégaux, maintenant on peut le dire, c'est maintenant connu. Et ça, c'est un argument que je veux rajouter parce que ça me tient à cœur. Est-ce que j'ai plus de temps? Une autre minute? La réduction du risque par rapport à 1980. Quand René Lévesque propose une souveraineté association, il est notamment conscient que tu as besoin d'un marché avec qui vendre tes biens et services. Aujourd'hui, les traités de libre-échange sont avec tout le monde. Donc, le Québec souverain n'a pas à se demander mais vers quel marché on va se tourner. C'est automatique qu'on va tomber dans ces systèmes de libre-échange-là. Donc, l'instabilité et le risque lié à la constitution d'un pays est bien différente et bien moindre qu'elle ne l'était avant la globalisation, où est-ce que là, on ne savait pas si le Québec trouverait des marchés pour ses biens et services. C'est un changement quand même substantiel depuis 1980. Merci. Merci. M. Zanetti. 2 minutes. Je ne peux qu'être en accord avec tous les arguments que M. Saint-Pierre Plamondon amène pour l'indépendance du Québec, évidemment. Je pense que l'enjeu du débat, c'est pas vraiment celui-ci. On va tranquillement rentrer dedans, parce qu'évidemment, la première question, c'était pour se réchauffer. La question fondamentale, c'est que, oui, il faut faire l'indépendance, et il faut la faire maintenant. Si c'est bon pour le Québec, si c'est si nécessaire à notre épanouissement, alors il n'y a aucune raison d'attendre avant de s'engager à la réaliser. D'attendre avant de la faire véritablement. C'est un point que je vais développer davantage, mais dans les 20 dernières années, okay, le mouvement indépendantiste a subi des reculs à cause principalement du fait qu'il a cessé de défendre son projet.
Il n'a pas défendu son projet. Pourquoi? Parce qu'il ne l'a pas proposé. Et l'appui à l'indépendance qui stagne depuis 1995, voire qui, bon, à partir du moment du référendum, a chuté quand même de 10%, eh bien, cet appui-là, il n'augmentera pas si on continue de ne pas proposer la solution fondamentale à notre problème démocratique. J'entendais M. Saint-Pierre Plamondon, dans sa vidéo qui proposait son projet, sa mécanique d'accès à l'indépendance, dire que en ce moment, l'impasse démocratique dans laquelle on est, c'est le fait qu'il y a un règne libéral qui dure. Bon, je suis d'accord que c'est un problème, le règne libéral, je ne veux pas minimiser ça. Mais l'impasse démocratique, ce n'est pas le règne libéral. L'impasse démocratique, c'est le fait qu'on ne gère pas 50 milliards de nos impôts et que notre politique extérieure est gérée par les autres. C'est le régime canadien, l'impasse démocratique qu'il faut solutionner au plus tôt. Alors voilà le point que je voulais amener. J'ai combien de minutes? 2 minutes. Donc on tombe déjà dans les sujets 2 et 3, mais puisqu'on y est, allons-y. De mon point de vue, le Parti libéral est en train de déconstruire le Québec, mais également déconstruire le projet de pays. Et dans le cadre du débat que vous entendez ce soir, moi je vous dis, on ne peut pas exclure certaines variables puis juste conserver les variables qui nous tentent. En d'autres mots, s'il n'y avait aucune conséquence sur le plan électoral pour les élections de 2018, et s'il n'y avait aucune conséquence par rapport à la possibilité d'un référendum perdant si on ne s'y prend pas de manière intelligente, là, je serais pour l'approche ON/Martine Ouellette de dire c'est pas grave les sondages, c'est pas grave ce que les gens nous disent, ce qui compte, c'est de foncer et on va rouler les dés d'une certaine manière en espérant qu'on tombe sur les numéros qu'on recherche, indépendamment de ce que les gens nous disent de toutes sortes de manières. Ça peut être individuellement, mais ça peut être aussi à travers des sondages. Donc, dans cet enjeu-là, moi, je considère que, bel et bien, on est dans une impasse démocratique, pas juste en cause des libéraux et de tous les votes par dépit qu'ils obtiennent, en cause de la peur du référendum, mais surtout en cause de la CAQ. La vraie division, c'est le prochain sujet d'ailleurs, mais la vraie division du vote, elle se produit au sein de la CAQ qui va chercher presque autant, sinon autant d'intentions de vote que le Parti québécois puis ON ensemble. Donc, si on ne met pas dans l'équation de manière honnête sur le plan intellectuel cet état des lieux, moi je dis on a un problème de responsabilité morale vis-à-vis de l'ensemble des Québécois parce que ce que vivent les Québécois en ce moment, ce n'est pas acceptable. Est-ce que j'ai 30 secondes ou je sais tout de suite? 30 secondes. Ce que vivent les Québécois en ce moment, c'est la destruction de ce qu'on a bâti, c'est la destruction de notre fierté. Et moi, là, ça, c'est mon engagement de mettre fin à ça. Et je pense que les deux projets ne sont pas incompatibles, mais encore faut-il réfléchir à une stratégie qui permette une séquence qui atteigne les objectifs. C'est mon point de vue. Le gouvernement libéral, à l'heure actuelle, en 2014, a été élu avec 29% des électeurs inscrits sur la liste électorale. C'est pas très solide, le dit règne libéral. C'est beaucoup moins solide que les 41% qui appuient l'indépendance du Québec. 41% d'appui sur un projet comme celui-là, c'est une base électorale rêvée pour aller chercher un gouvernement majoritaire. Ça fait longtemps qu'un gouvernement n'a pas eu ça à l'Assemblée nationale du Québec. Alors, c'est non seulement un excellent projet à mettre de l'avant pour se faire élire majoritaire, il n'y a pas là de risque électoral si on calcule les choses comme il faut, mais en plus, c'est la seule façon de faire avancer notre projet. Et à ceux qui diront « Oui, mais 41, c'est quand même pas 51 », je leur dirais « Écoutez, quelques semaines avant le référendum de 95, un mois et quelques, là, le sondage disait, au début de la campagne, 38% d'appui à l'indépendance. En 5 semaines de véritables débats de société, pas des débats sur on va-tu le faire, on ne le fera pas, c'est-tu possible, c'est pas possible, de vrais débats sur les conséquences, en 5 semaines à peu près, ça a augmenté à 49,6%. Les Catalans avaient 16% d'appui ou 15% en 2006. Est-ce qu'ils se sont dit « Ah là, il faut être à l'écoute, il faut mettre ça de côté, il faut d'abord faire autre chose ». Non. Ils ont foncé. Ils ont défendu leur projet. Ils ont, par leur engagement, créé un débat de société qui a fait augmenter les appuis et ils sont en train de la faire, l'indépendance, en ce moment. Et les Écossais, 2 ans avant leur référendum de 2014, ils avaient 30% d'appui dans l'électorat. Ils ont décidé de le faire pareil. Pourquoi? C'était une promesse depuis les débuts du parti. En 2 ans de vrais débats de société, ils ont fait augmenter
leur appui à 45 %. Ils l'ont fait augmenter de 50 % cet appui. Ça augmente l'appui quand on suscite un débat, et ça se suscite un débat quand on s'engage à réaliser et qu'on montre qu'on croit en ce qu'on a. Alors, il faut avoir une attitude de gagnant, une attitude optimiste pour être capable de faire augmenter les choses. Merci. Donc, la deuxième question, on y est. Donc, comment éviter la division du vote indépendantiste? Donc, M. Zanetti, on vous laisse 3 minutes. Ouais. Il y a un mythe au Québec, dans la politique québécoise, depuis plusieurs années, là. Le mythe, là, c'est que le projet indépendantiste divise l'électorat. Okay? Et qu'à cause de ça, les libéraux sont en selle. Ce n'est pas le projet indépendantiste qui divise l'électorat. C'est l'absence d'engagement dans un véritable projet indépendantiste qui a divisé le mouvement. Si on regarde un peu l'histoire du mouvement, puis qu'on se replace dans les années 60, il y avait 3 partis indépendantistes, c'est drôle, comme l'histoire se répète. Il y avait le RIN, le RN et le MSA, qui est un mouvement qui est né de René Lévesque, quittant avec plusieurs le Parti libéral. C'est eux qui ont fondé le PQ. Le PQ, au départ, c'est une coalition d'indépendantistes. Ce n'est pas une coalition progressiste. Bon, la plupart étaient progressistes, le RN des positions plus conservatrices, mais somme toute, c'était une coalition d'indépendantistes. Ce qui les a unis, c'est quoi? Le projet de faire un pays. Et ce n'était pas le projet de faire un pays à un moment donné indéfini. C'était pas le projet de faire un pays dans un deuxième mandat. C'était voter pour nous et on va négocier la souveraineté association avec Ottawa. C'était ça le projet. On parlait même pas de référendum à l'époque. L'engagement clair de faire l'indépendance a été le moment initial de la coalition indépendantiste. C'est ça qui a toujours été le ciment. Et chaque fois qu'elle s'est défaite, ça a été parce que cette partie-là du ciment, cet ingrédient magique, a été défait. Puis là, il y a eu un effritement. Option nationale, là, je veux dire, ne va pas travailler à une coalition de gouvernement provincial pour essayer de faire l'impossible dans le cadre d'une province, c'est-à-dire nous faire avancer comme peuple, protéger l'environnement, bloquer l'oléoduc, etc. On ne va pas collaborer à ça. Proposer de remettre à plus tard l'indépendance, c'est dire le ciment, cette chose qui nous a unis à chaque fois, eh bien, écartons-la encore. Ne l'ajoutons pas tout de suite dans la recette. Et c'est en fait la solution de M. Saint-Pierre Plamondon et de M. Lisée aussi, dans une certaine mesure, parce qu'elles sont apparentées. Bien, elles vont non pas mettre fin à la division du vote indépendantiste en rassemblant très largement des gens qui vont s'unir autour dont on ne sait vraiment pas encore quoi. Ça va plutôt continuer et perpétuer la division. Alors moi, je dis, pour mettre fin à la division du mouvement indépendantiste, il faut vraiment se rallier autour de ce qui nous unit. L'indépendance du Québec. Engageons-nous à faire l'indépendance. Si le Parti québécois s'engage à faire l'indépendance, Option nationale va travailler avec eux. Le Québec solidaire, on va les travailler très fort. Surtout si on a un projet démocratique, pas un projet de pays indéfini, mais un projet qui nous fait vraiment avancer. Un projet qui renouvelle en profondeur notre démocratie, quelque chose qui se peut. On part avec plus d'appui que les libéraux. N'ayons pas peur. Merci. Un petit mot d'histoire, moi aussi. Le premier gouvernement du Parti québécois, c'était un parti résolument progressiste qui était là pour, avec des intellectuels et des gens crédibles, bâtir le Québec. Ça a marqué notre histoire avec des lois comme la loi de l'assurance automobile, la protection du territoire agricole, la protection du consommateur et surtout la loi 101. Donc ça aussi, c'est une notion d'histoire importante et ça a amené un référendum. C'est-à-dire que ce premier mandat-là a mené un référendum, mais lorsqu'on regarde les débats puis ce que les journaux de l'époque rapportent, il y avait une tangente ou une affirmation progressiste évidente qui a donné des résultats extraordinaires pour le Québec. Deuxième chose, moi, je suis un peu tanné de parler de convergence. Ce que je vois, peut-être moins par rapport à ON, mais par rapport à Québec solidaire notamment, puis certaines discussions que le PQ a eues avec la CAQ, c'est qu'on essaie de faire converger des entités qui n'ont pas intérêt à converger. Et là, on parle de ne pas diviser les forces souverainistes. Moi, ce que je vais proposer dans le cours à la direction du Parti québécois, c'est qu'il y a un seul point de ralliement pour 2018. Et l'invitation est ouverte à tous ceux qui ont à cœur le Québec, et c'est le Parti québécois. Parce que dans mon esprit, renverser les libéraux de sorte qu'il y a une francisation obligatoire par rapport à nos néo-québécois.
de sorte que notre culture québécoise soit valorisée, que nos fêtes nationales ne soient pas sous-financées, de sorte qu'il n'y ait absolument aucune fierté, que nos cours d'histoire soient de retour, que des cours de démocratie puis de citoyenneté soient là. À un moment donné, il y a une citation de René Lévesque sur le rôle de la confiance dans le projet souverainiste. C'est très difficile, en plein cœur d'un régime qui a vraiment démoli notre confiance en nous, c'est très difficile de dire, bien, on va faire fi de ces problèmes-là, puis malgré le problème de confiance qu'on a en nous, on ne va pas s'occuper des gens. Donc moi, je vous dis, le socle du projet indépendantiste, ce n'est pas l'indépendance. Le socle, c'est le service public. On n'est pas indépendantiste parce que c'est une lubie. On est indépendantiste parce qu'à la base, on a à cœur le meilleur intérêt du Québec. On a à cœur l'intérêt de nos enfants, de nos voisins. Et ça, le mouvement doit l'incarner, doit incarner des raisons qui ont été incarnées par René Lévesque. Et les choses vont suivre parce qu'à ce moment-là, la fierté québécoise et les conditions que les libéraux s'affairent, là, mais vraiment activement à détruire, les conditions qui mènent un pays, notamment une langue commune, une langue française, puis une culture francophone épanouie, bien, ces conditions-là, elles ne peuvent qu'être au rendez-vous si on se dote d'un Parti québécois majoritaire dès 2018, et c'est là-dessus que moi je travaille. Je le vois comme une condition sine qua non de la suite des choses. Merci. Bon, 3 choses en 2 minutes. Premièrement, mettre de côté le projet indépendantiste en disant qu'on ne fera pas de référendum pendant 4 ans, ça n'ira pas chercher des votes de gens qui ne veulent pas un pays. Les gens qui ne veulent pas un pays ne voteront pas pour des souverainistes, et ça n'empêchera pas le fait que l'enjeu de l'élection, ça va être « ils vont faire un référendum ». Ouais, mais non, ils disent que non. Ouais, mais c'est parce qu'ils sont sournois. Et ils vont vous le dire, on dit « ouais, mais croyez-les pas, vous pouvez être certain que si magiquement, là, bon, peut-être qu'ils ne travailleront pas, ça on peut le croire, mais si magiquement ça augmente en haut de 60% parce qu'il y a un nouveau scandale des commandites, pensez-vous qu'ils ne feront pas de référendum? Voyons là. Vous en feriez un? Non, je ne pose pas la question tout de suite. Premier argument, donc on ne peut pas aller chercher le vote fédéraliste sans convaincre ces gens-là qui ne veulent pas d'un pays qu'il faut en vouloir un. Il n'y a pas de raccourci avec ça pour un projet si important. Autre chose, le gouvernement de 76. On dit souvent, oui, mais en faisant un bon gouvernement, on va gagner la confiance des gens et là, on va bâtir un projet de pays, ils vont voter pour nous. L'histoire a prouvé mettons le meilleur, disons, mais un des meilleurs gouvernements que le Québec a eu, c'est justement le gouvernement de Lévesque de 76. Et je parlais avec Gilbert Paquette, qui a été ministre de ce gouvernement-là. Puis lui, il me disait, écoutez, on a été élu à peu près avec 40%, puis ensuite, à la fin, il y a eu un référendum sur la souveraineté association et c'était 40%. Le meilleur gouvernement du Québec n'a pas fait augmenter l'appui à l'indépendance. C'est 2 choses distinctes, la bonne gouvernance provinciale et le désir d'en sortir et d'aller plus loin. C'est 2 choses distinctes. Quand on ne travaille pas l'un, on travaille juste la gouvernance, on passe à côté de ça. Et dernière chose, j'ai pas le temps. OK, non, en une phrase ou 2. Il n'y a pas de distinction à faire entre service public et indépendance du Québec. Vouloir faire l'indépendance du Québec, c'est s'occuper véritablement des gens, c'est faire en sorte que notre système de santé soit mieux financé. Le problème du système de santé, c'est pas parce qu'il est géré par des libéraux, c'est un gros problème, je le reconnais, mais le pire problème, c'est que il était financé dans les années 70, la RAMQ, à 50%, c'était ça l'entente, et aujourd'hui, le financement et les transferts fédéraux ont réduit à autour de 20%. Cherchez pas pourquoi les dépenses en santé augmentent et qu'on fait des déficits. Il y a un déséquilibre fiscal dans ce système fédéral à changer. Merci. C'est pas vrai que ma proposition mène pas à la souveraineté. Donc, je vais être obligé de présenter ma proposition tout de suite. Je dis, dans un premier mandat, il n'y aura pas de référendum. Et dans un deuxième mandat, dès le soir de l'élection de 2022, on redonne au peuple le pouvoir de déclencher un référendum de manière irrémédiable, à savoir que le gouvernement ne peut pas arrêter le peuple. Et ça, c'est très important parce que la raison pourquoi le Parti québécois a de la difficulté à faire la promotion du projet de souveraineté, à exercer un leadership en matière de la question fondamentale du parti, elle est simple, c'est qu'elle est accusée constamment de double discours. Pour gagner l'élection, elle dit à la fin « Ah, il n'y aura pas de référendum », mais après, elle essaie d'agir en leader souverainiste, et là, tout le monde lève la main, en tout cas la CAQ et les libéraux lèvent la main en disant « Mais vous avez un double discours, vous êtes ambigu, puis vous êtes malhonnête. » Et c'est là que ça fait mal.
Et l'éléphant dans la pièce dont on ne parle pas, c'est le 25% que la CAQ obtient, strictement en parlant de peur du référendum, en parlant d'austérité, mais là, avec toute l'austérité que le gouvernement Couillard a fait subir aux Québécois, je pense que ce barreau de chaise-là de la CAQ est déjà scié. Il manque que celui de la peur du référendum. Et moi, parce que je vois la prise de pouvoir par un gouvernement honnête et compétent qui redonne confiance aux Québécois, je dis, bon, on va attaquer précisément ça, mais ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas la promotion de la souveraineté. Au contraire, si le pouvoir est entre les mains du peuple, bien moi, comme politicien, je peux en parler librement puis dire, la vérité, c'est ça. Maintenant, vous ne pouvez pas être insécure parce que c'est vous qui décidez. Donc, c'est très différent que de se faire accuser d'avoir un double discours ou un agenda caché. Et posez-vous la question avec le discours que j'ai, si je dis engagement de ne pas tenir de référendum dans un premier mandat, puis ensuite on redonne le pouvoir au peuple. Moi, je ne pense pas que Philippe Couillard puis François Legault vont réussir à faire croire qu'il y a un agenda caché ou qu'on ne tiendra pas notre promesse. Au contraire, on va générer de la confiance en disant « Merci, vous nous avez écoutés », parce qu'en ce moment, la vérité, peu importe la motivation puis la dose d'optimisme qu'on peut se donner entre nous, 87% des gens disent ne pas vouloir un référendum dans un premier mandat. Et dans ce contexte-là, je pense qu'il y a une part d'esprit démocrate et d'esprit de service public de dire, très bien, vous voulez la souveraineté, en tout cas vous êtes proche, on est à 40%, mais vous nous dites, pas dans un premier mandat, vous avez des raisons, vous êtes intelligent. Mais toute ma doctrine à moi repose sur l'intelligence des gens et leur capacité de responsabilisation, plutôt que de forcer un enjeu contre mer et monde, même quand plusieurs indicateurs nous disent que ce serait peut-être pas une bonne idée de le faire. Merci. C'est pour gagner l'élection de 2018 qu'on doit prendre un engagement clair de réaliser l'indépendance. C'est pour aller chercher cette base d'indépendantistes déterminée de 41% qu'on doit faire ça. C'est pas pour des raisons électoralistes, mais c'est pour faire le pays. Il faut cesser de voir ça comme un boulet. Qui aura confiance dans un projet dont les leaders considère qu'il est un boulet? Autre chose, si on martèle dans les 2 prochaines années, notre problème fondamental, c'est pas le régime canadien, notre problème fondamental, c'est les libéraux. Il faut chasser les libéraux. Si on fait ça, là, les gens vont vouloir chasser les libéraux comme ils ont voulu chasser Harper, puis on ne sait pas qui va gagner l'élection. Ça pourrait très bien être la CAQ. La CAQ se positionne comme un parti nationaliste qui ne fera pas l'indépendance. Vous voulez aller concurrencer la CAQ sur son terrain? Et au jour de l'élection, si les gens, la seule chose qui les obsède, c'est remplacer les libéraux, ils vont voter pour le parti le mieux positionné pour le faire. C'est un pari très risqué. Pourquoi est-ce qu'on ne mise pas sur le projet qui nous est propre? Le projet qui a déjà 41% d'appui, même si on n'en parle pas depuis longtemps. Le projet dans lequel on peut avoir confiance et qui peut véritablement amener des solutions structurantes pour le Québec. Autre chose. 87% des gens qui ne veulent pas de référendum, c'est comme dire, on n'ira pas à Montréal. 40% du monde veulent aller à Montréal, mais il y a 89% qui ne veulent pas prendre la voiture. Je dirais, OK, on peut prendre un autre moyen de transport. Là n'est pas la question. Je pense que la peur du référendum, elle est là pourquoi? Je veux dire, les gens, les 41% des indépendantistes, ils vont vouloir l'indépendance quand ils vont voir qu'il y a au Parlement des leaders qui sont prêts à l'assumer. Bien sûr qu'ils ont peur de perdre. Les leaders ont peur de perdre. Bien sûr qu'ils ne veulent pas foncer dans un mur. Regardez qui est au volant. Le problème, ce n'est pas les individus, c'est les idées. Si les gens ont peur, le leadership, c'est de prendre les risques. On prend des risques et les gens, après ça, se disent « Ah, ben là, il l'a fait, il le fait, il pense que c'est bon, on va y aller. » Alors, si on veut diminuer cette peur du référendum, plutôt que de la respecter, entre guillemets, parce que je ne suis pas sûr que ce soit là du respect, il faut qu'on ait confiance. Il faut qu'on le fasse. Il faut qu'on se montre assumé et confiant nous-mêmes envers cette idée-là. Si les gens dans les années 60, le RIN, puis les autres, avec 8% d'appui environ, s'ils avaient dit « Ah ben là, il faudrait peut-être qu'on comprenne, là, ils ne veulent pas rien savoir », est-ce qu'on en serait ici aujourd'hui? Non. Ça se serait terré encore, ce serait peut-être éteint, et peut-être... On ne sait pas. Il faut, avec nos revendications, les mener jusqu'au bout. Et je ne veux pas étirer le temps, même si... Ah, mais attention, ça continue. On est passé 3 minutes. Alors, vous, par souci d'équité, M. Saint-Pierre Plamondon, vous avez 3 minutes.
Je trouve le discours de Sol très inspirant, mais j'ai des faits, puis moi, je me sens la responsabilité d'utiliser ces faits-là dans un calcul que je juge le plus intelligent. Premier fait, Option nationale en ce moment, avec le discours de Sol, et qui était le discours de Jean-Martin Hossan, obtient moins de 2 % des intentions de vote. Au sein du Parti québécois, la personne qui plaide ce que Sol vous plaide a également des résultats en termes d'intention de vote, mais aussi surtout quand on projette si Martine Ouellette était chef du Parti québécois, quelles seraient les intentions de vote dans une élection générale. Ce sont également des résultats qui sont loin de mener le Parti québécois à un gouvernement majoritaire. Et j'ajouterais ceci, même si on additionne les votes d'Option nationale puis du Parti québécois, là, la vérité, c'est qu'il n'y a pas de gouvernement majoritaire bleu en ce moment. Parce qu'on ne parle pas de l'éléphant dans la pièce, qui est les votes par dépit de ceux qui ne voulaient pas un référendum puis qui ont voté Couillard, puis qu'aujourd'hui ne s'en vendent pas puis ils disent même « j'ai honte », puis de tous ceux qui votent CAQ pour cette même raison-là. Donc pour moi, d'évacuer cette question-là, je ne trouve pas ça responsable. Et c'est l'argument de Sol, c'est de dire « mais Paul, il n'y aura pas de leadership, il ne parlera pas d'indépendance ». Mais je m'excuse, le tout respectueusement soumis, ce n'est pas vrai. Parce que dans un premier mandat, on se fait une constitution du Québec, donc on met une pierre d'assise au pays, on change de régime pour avoir une proportionnelle, pour que l'existence d'Option nationale ne soit pas un problème pour le PQ, puis ne soit pas un problème pour QS, puis qu'on puisse travailler ensemble. C'est essentiel de le faire, tout le monde en convient. Puis on fait le ménage où est-ce que la langue française, la lutte à la corruption, la promotion de notre fierté et de notre identité deviennent en avant-plan de sorte qu'on retrouve le goût du Québec. Combien de personnes dans la région de Montréal se définissent comme Montréalais puis ensuite comme Canadiens? Ça ne fait aucun sens. Mais encore faut-il assumer cette responsabilité-là et s'assurer qu'on rebâtisse une confiance et un momentum dès 2018, pas en 2022 puis en 2026 parce qu'on aura laissé le pouvoir à nouveau aux libéraux. C'est déprimant de mon point de vue, vraiment déprimant. Et j'ajouterais finalement que c'est justement parce qu'il faut être confiant en l'idée d'indépendance et la validité de l'argumentaire qu'il ne faut pas avoir peur. Il y a un raisonnement de précipitation qui vient peut-être aussi que le mouvement est devenu un peu plus âgé. Et il y a des gens qui disent « mais moi, je veux le voir de mon vivant. » Là, moi, on me le dit au sein du Parti québécois quand je recueillais mes signatures. Je comprends, là, mais c'est de faire très, très peu confiance à la validité de l'argumentaire, c'est-à-dire que ce qu'on dit ce soir, c'est vrai. On n'est pas en train de vendre un mensonge ou quelque chose de difficile à vendre, c'est la vérité. Donc, il y a juste une lutte à finir entre la vérité et le mensonge. Puis moi, je dis, la première étape, c'est de sortir la culture du mensonge de nos vies. Sortir la culture du mensonge de notre démocratie et faites confiance à l'argumentaire. Les gens sont intelligents, mais encore faut-il faire confiance à leur intelligence. Merci. Donc, la troisième question. Par quel moyen réaliser l'indépendance? Donc, vous avez déjà devancé un petit peu ce thème. Mais vous avez tout le loisir en ce moment d'élaborer. Donc, M. Saint-Pierre Plamondon, pour 3 minutes. Je me suis fait crier après, comme c'est arrivé à quelques reprises dans les derniers mois. Je me suis fait crier après dans une réunion, puis en général, les militants du Parti québécois, je dois le dire, sont très gentils et accueillants, surtout pour quelqu'un d'extérieur. J'avais des appréhensions. Dans les faits, ça s'est bien passé. Mais il y avait une personne qui était émotive et qui me disait « Le mandat du Parti québécois, monsieur, vous le trahissez, le mandat, c'est de faire un référendum. » J'ai répondu « Madame, c'est pas ça le mandat du Parti québécois. Le mandat, c'est de réaliser la souveraineté, ce qui veut dire faire un référendum gagnant. » Et les gens ont réagi en disant « C'est vrai. » Et c'est une idée maîtresse, pour moi, ce n'est pas qu'une question de gagner les élections. Ça me tient à cœur parce que je ne veux plus vivre dans la culture du mensonge dont je vous parlais, mais c'est également de tenir un référendum dans des circonstances qui font en sorte qu'ils sont gagnantes. Et donc, j'en ai un peu contre la recherche nébuleuse des conditions gagnantes du moment opportun et de ce qui a animé le débat public souverainiste depuis 20 ans. Essentiellement parce que moi, je vous ai parlé du fait que le projet d'indépendance, c'est pas une lubie, mais c'est assis sur l'écoute de la population et la confiance qu'on a en nos gens. Je vous ai également dit qu'on doit se permettre de regagner confiance en prenant le pouvoir puis en mettant en place certains éléments que les libéraux en ce moment sabotent à dessein, intentionnellement, pour s'assurer que le projet de pays ne puisse pas avoir lieu. Donc, j'ai 2 étapes. Premier mandat, on prend un engagement avec la population. Vous nous dites que vous ne voulez pas de référendum, pas de problème. On n'en fera pas, c'est un engagement ferme.
Puis dans un deuxième mandat, on vous remet le pouvoir. Donc, il n'y aura pas d'histoire de... Parce que le discours du président de Jean-François Lisée, c'est 2022, c'est le référendum. À date fixe, c'est fini? 30 secondes? Ah, excuse-moi, j'ai cru le signal. 2022, c'est un référendum. Dans quel cas, là, les libéraux ont déjà commencé à répondre « Ah, mais vous préparez un référendum contre le gré de la population pendant 6 ans. » Moi, tout mon argumentaire, c'est on redonne ça à la population, de sorte que la population se responsabilise et qu'elle crée elle-même, de manière immuable, les conditions gagnantes. Si 20% de la population capable de voter signe un registre, puis je vous expliquerai comment je vais mettre en place ce registre-là pour que ce soit faisable, et 45% des gens se disent en faveur de la souveraineté, alors qu'on sait très bien que le seuil pour un référendum gagnant, c'est 50%. Si on atteint ces deux conditions-là, déclenchement automatique du référendum. Mais qu'est-ce qui va arriver pendant le référendum? Bien, le fédéral va essayer de faire comme en Écosse, puis comme en 95, nous faire peur. Mais moi, mon argument, là, c'est que demander aux gens d'avoir peur d'eux-mêmes, c'est difficile. Dire un leader comme Paul Saint-Pierre Plamondon égorge des chatons, puis c'est à peu près ça, là, les camions de la Brinks, où on n'est pas des Yvettes, c'est à peu près à ce niveau-là. Là. Ça, c'est faisable. Mais quand c'est des millions de personnes mobilisées qui disent « là, on le fait », essayez de demander à ces gens-là d'avoir peur d'eux-mêmes. Bonne chance. Mais je pense que c'est comme ça qu'on s'assure que le prochain référendum en soit un qui soit une belle histoire dont on va se souvenir le reste de nos jours. Merci. 3 minutes, si vous avez dit. Bon, alors dans ma réaction, tantôt, je parlerai de ça, là, je vais présenter en fait ce que nous on propose pour réaliser l'indépendance. La thèse principale qui est sous-jacente à ce projet-là, elle est la suivante, 2 points. L'indépendance du Québec et la gouvernance provinciale sont des objectifs qui requièrent des stratégies différentes et, surtout, incompatibles. On fait l'un ou on fait l'autre. Et on ne peut pas faire les deux en même temps, comme M. Saint-Pierre Plamondon le dit. J'ai expliqué pourquoi. La gouvernance provinciale, c'est axé sur la critique du parti au pouvoir. Okay? C'est ça le projet. Faire en sorte que l'enjeu de la prochaine élection, ce ne soit pas l'indépendance du Québec, mais que ce soit remplacer les libéraux. Quand on fait ça, c'est parce qu'on pense qu'on n'est pas capable de gagner assez d'appui avec l'indépendance. Quand on pense que l'indépendance est un boulet, est-ce qu'on fait la promotion de l'indépendance? Ben non. C'est de façon beaucoup plus assumée, beaucoup plus claire, et ça, je pense qu'il faut en donner le mérite à Paul, c'est de façon beaucoup plus claire, beaucoup plus assumée, la stratégie de Pauline Marois. Et celle des autres avant. Et même si, bon, ils tentent de s'opposer à l'idée que c'est pas l'affaire des conditions gagnantes, ça va ressembler à ça dans les faits. Ils ne pourront pas faire les deux en même temps. Et quand on occulte la critique du régime canadien pour critiquer les libéraux à la place, quand on dit aux gens le problème, c'est pas le régime canadien, le problème c'est les libéraux, on va les changer, bien, pendant ce temps-là, on ne fait pas prendre conscience à l'électorat de son intérêt national et des avantages qu'il y a à sortir de la structure dans laquelle on est. Alors, on ne fait pas augmenter l'appui à l'indépendance. Il faut qu'on présente un programme de pays. Un programme de pays, là, c'est clair. C'est un programme qui ne fait pas la distinction entre les responsabilités du gouvernement canadien et les responsabilités du gouvernement de Québec. Un programme de pays, c'est quelque chose qui ne fait pas juste parler de services sociaux, de santé, d'éducation. Oui, on parle de ça, évidemment, mais on parle aussi des relations internationales dans un programme de pays. On parle des banques. On parle de la législation entourant Internet. On parle de l'oléoduc Énergie Est dans un programme de pays. On parle de la protection de la voie navigable du Saint-Laurent. On parle de choses et de sujets sur lesquels nos adversaires fédéralistes ne peuvent pas nous suivre. S'il y a une guerre injuste à ce moment-là, on va leur dire, ben écoutez, nous, on va sortir de cette guerre-là. Et c'est ça un programme de pays. Et ça fait prendre conscience aux gens, OK, on est vraiment là, dans une structure qui doit changer. Si on aspire à plus, si on a plus d'ambition, on doit faire ça. J'ai pas pu vraiment parler de l'article 1 d'ON qui est disponible en ligne. En gros, on demande le mandat de réaliser l'indépendance, on adopte une loi fondamentale qui succédera à la Constitution canadienne sur le territoire québécois, on met en place les structures d'un État indépendant, on met une Assemblée constituante citoyenne chargée de rédiger la Constitution du Québec indépendant, on fait un référendum sur cette Constitution du Québec indépendant et on déclare l'indépendance. Merci. 2 minutes. Donc, on revient à la question, est-ce qu'on promet pour la plateforme électorale de 2018, parce que malheureusement, on n'a pas une proportionnelle mixte. Puis disons-le, il faut le faire, ça. Mais d'ici ce temps-là, pour 2018, on ne l'a pas, la proportionnelle mixte. C'est sûrement pas les libéraux qui vont la faire d'ici 2018, on s'entend.
Est-ce qu'on met de l'avant un référendum dans un premier mandat, oui ou non? L'argument de Sol, c'est de dire, il nous manque juste 9 %. Donc, on serait fou de ne pas l'essayer. Regardez les Écossais, regardez les Catalans. Un instant. Il y a 41 %, et ça, c'est une bonne nouvelle, là, puis c'est très rassurant, peu importe ce qu'on peut lire dans les médias, il y a 41 % ou autour de 40 % des gens qui pensent que c'est une bonne idée et qui veulent un pays. Mais simultanément, il y en a juste 13 % qui veulent un référendum dans un premier mandat, ce qui veut dire que 2/3 des souverainistes, en fait, disent ne pas vouloir d'un référendum. Moi, je suis le porte-parole du 28 % qui disent « Je suis souverainiste parce que c'est ça la vérité et c'est ça notre meilleur intérêt », mais ce ne serait pas une chose responsable et intelligente de prôner ça comme argument lors des élections de 2018 parce qu'on connaît c'est quoi les conséquences, puis on a déjà vu ce film-là jouer. Et je veux sortir de la culture du mensonge, puis mon voisin veut ça aussi. Je veux des conditions qui font en sorte qu'on ait confiance puis qu'on retrouve le goût du Québec. Bien là, c'est pas juste une question d'un 9 %, là. C'est une question de nombreux souverainistes que si on dit, écoute, merci de m'avoir dit ça, mais je t'écoute pas, parce que ça ne m'intéresse pas ce que tu viens de dire, je vais te convaincre, à un moment donné, ça commence à faire bien des gens qu'on n'a pas mobilisés. Alors que mon approche à moi, plutôt que de dire « je n'écoute pas », je ne regarde pas les sondages, je ne regarde pas qualitativement ce qui se dit à ce sujet-là, je dis « on va permettre une responsabilisation puis une mobilisation de la population de manière à ce que, 30 secondes, de manière à ce que les gens travaillent en amont plutôt que de rouler les dés. En d'autres mots, si vous avez, vous, entre vos mains, un mécanisme pour déclencher le référendum, ce que vous allez faire, vous allez vous responsabiliser, puis additionner. Donc, faire le travail que seul rêve de voir se faire. Mais c'est parce que c'est vous qui avez le pouvoir. Plutôt que de rouler les dés en disant, c'est pas grave si le sondage dit 35 %, on va essayer, voir si ça passe. Moi, je vous dis, là, un troisième référendum perdant, je n'en veux pas. Je veux un troisième référendum qui soit gagnant et qui ferme le chapitre. Merci. Alors, 2 minutes chacun pour conclure. Je vais avoir... Ah, c'est... Moi, c'est ma réaction, Oh, là. excusez, oui. Oh, OK. Phew. J'ai tant de choses à dire. Je te rajoute 5 secondes. OK. Parlons stratégie de mobilisation, mais après ça, je vais poser quelques questions. Remettre l'initiative de l'indépendance dans la population, c'est ce qu'il faut faire à l'élection. La façon la plus claire de redonner l'initiative, c'est de dire aux gens, vous votez pour nous, là, ça va faire l'indépendance. Okay? L'enjeu, ça ne doit pas être un référendum, l'enjeu de l'élection, ça doit être l'indépendance du Québec. Si l'enjeu de toutes les élections, c'est le référendum, c'est parce que le PQ n'est pas branché là-dessus depuis 20 ans. À partir du moment où le PQ va dire « Ben oui, c'est ça notre moyen, on va en faire un référendum », pensez-vous qu'ils vont leur redemander à chaque fois s'ils vont faire un référendum? On va passer à autre chose. La recette de la continuité qui est proposée ce soir, c'est en quelque sorte quelque chose qui va maintenir ça. Je veux dire, ça ne disparaîtra pas comme ça. Et moi aussi, je suis justement tanné de jouer dans le même film. J'ai des questions. Vous dites là, que vous allez faire une constitution de province. Dans une constitution du Québec, ce sera nécessairement une constitution de province, vu qu'on ne fait pas l'indépendance dans le premier mandat. OK, alors, cette constitution, j'ai plusieurs questions. Un, est-ce qu'elle sera soumise à la Constitution canadienne? Et question sous-jacente, à quoi ça sert donc? Deuxièmement, est-ce qu'elle sera rédigée par une assemblée constituante ou par le Parti québécois? Troisièmement, est-ce qu'elle va être adoptée démocratiquement par référendum? Ou est-ce que vous allez l'imposer aux Québécoises comme c'est le Trudeau en 1982? 3 questions pertinentes. Je pense que c'est important que les gens le sachent. C'est terminé, c'est moi? Je veux, avant de répondre aux questions de Sol, amener un point qui est fondamental, puis c'est un peu comme une psychanalyse à deux, là, pour finir par trouver les racines du désaccord. Sol dit que c'est justement à l'élection qu'il faut converger, puis c'est par les élections que la solution va se poser, puis c'est exactement l'inverse de mon constat. Pour moi, le problème, c'est la juxtaposition de 2 questions qui n'ont pas de rapport entre elles, qui en ont une, mais qui créent vraiment une distorsion. Quel gouvernement on veut au pouvoir avec quelle politique publique en santé, éducation, économie, environnement? Voulons-nous un pays ou voulons-nous pas un pays? Parce qu'il y a une juxtaposition en un seul débat, on a un caractère aléatoire de la division du vote. Moi, ce que je dis, c'est OK, on va se faire des élections sur la compétence puis l'honnêteté du gouvernement, bonne chance Parti libéral, puis on va diviser, on va sortir la question fondamentale, puis la remettre entre les mains de toute la population pour qu'elle puisse se prononcer, mais dans un autre contexte, pour pas qu'il y ait ce mélange-là entre les deux. Et le tout respectueusement soumis, si la voie électorale
avait permis une résolution de cette impasse-là, je pense qu'on le saurait. Puis c'était ça le pari d'Option nationale. Et moi, si Option nationale s'approche d'une possibilité de gouvernement majoritaire, je reviendrai sur mes propos. Mais tant qu'on ne m'aura pas démontré, tant au sein du Parti québécois que dans les résultats qu'Option nationale obtiennent, moi, je veux sortir de la culture du mensonge et donner la confiance que les Québécois ont besoin pour avoir le goût de leur avenir. Donc, à un moment donné, ce que je prône, c'est l'inverse, c'est la séparation de... Oui, c'est la séparation, mais c'est la séparation de deux enjeux qui n'ont pas de lien nécessairement entre eux. Et pour répondre à ta question, évidemment qu'une constitution du Québec, c'est un socle pour le pays. La seule façon de bien le faire, c'est qu'elle soit démocratique et elle ait des assises dans la population. Et ne sous-estimez pas la valeur en préparation de 2022 d'un processus comme celui-là où les gens parlent de leur avenir puis décident des valeurs fondamentales, des valeurs juridiques, des systèmes fondamentaux du Québec. Donc, évidemment que ce ne sera pas en catimini seulement par des membres du Parti québécois, puis évidemment qu'il n'y aura aucune comparaison possible avec ce que les fédéraux ont fait. C'est un exercice éminemment démocratique qui est intimement lié à la confiance dont on a besoin en nos moyens pour que le projet, ça donne le goût finalement, parce que les gens vont être appelés à participer aux quatre coins du Québec. Évidemment que c'est ça une constitution. Merci. C'est important. Monsieur Zanetti, vous pouvez prendre le micro? Vous avez 2 minutes 15. Je voudrais redonner 15 secondes à mon adversaire ici pour qu'il me dise s'il va la soumettre à un référendum, cette Constitution. C'est important. Non, je ne pense pas la soumettre dans un référendum dans la mesure où est-ce que la focalisation de tout ce que je présente ce soir, c'est l'initiative populaire qui permet le déclenchement d'un référendum sur notre destin national. Okay. Donc là, il y a une distorsion potentielle. Si un gouvernement arrive puis dit « Moi, je vous propose 4 référendums sur 4 projets différents en simultané », j'aurais peur de... Et ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de fondement démocratique à cette constitution-là dans la mesure où est-ce que tout le monde a participé à l'élaboration aux 4 coins du Québec. Ouais. OK. Pour moi, il est clair qu'une constitution du Québec, une constitution rédigée par l'Assemblée constituante citoyenne, c'est la chose la plus démocratique qui soit. Une constitution aussi qui doit être soumise à un référendum pour avoir l'approbation populaire. On ne peut pas mettre 8 millions de personnes ou 6 millions d'électeurs autour d'une table pour décider ça. Et les mécanismes ne suffisent pas. Il faut qu'il y ait un processus vraiment d'acceptation pour que ce soit démocratique. Et moi, je ne vois pas l'intérêt de se donner une constitution qui va légitimer notre subordination politique au régime canadien, parce que nécessairement, cette constitution de province, il va falloir qu'elle respecte les balises qui nous ont été imposées par une constitution que nous n'avons pas signée jamais, qui n'a pas été soumise à aucun référendum. Parce que dès que vous allez essayer dans cette constitution-là de mettre un petit pied à l'extérieur, ben, je veux dire, les gens vont vous dire non, ça va finir en cours, ça ne sert à rien de mettre des choses qui ne respectent pas le cadre constitutionnel canadien. Alors pour moi, bon, faire l'inventaire de nos lois et de certains principes, c'est quelque chose qui est très pertinent. Si c'est un exercice qui débouche sur la liberté politique, si c'est ça, sinon, c'est un succès d'année de démocratie. Comment faire pour augmenter l'appui à l'indépendance? Donc, on peut s'attendre à parler de néo-québécois, de jeunes, d'Autochtones peut-être. Donc, Monsieur Zanetti, on vous laisse 3 minutes pour débuter ce bloc. Dans la hausse de l'appui à l'indépendance d'un peuple, à la création d'un nouveau pays, parce qu'il faut se rappeler qu'il n'y a pas que nous qui aspirons à cela. Il y avait à peu près une 50aine de pays dans les années 50, et il y en a aujourd'hui 193. On est comme un peu en retard. Je veux dire, ça s'est fait avant par du monde. Bien, là-dedans, il y a souvent des événements historiques imprévisibles et incontrôlables. Alors, au moment du dévoilement du scandale des commandites, pendant que les libéraux fédéraux étaient au pouvoir, ceux juste avant le fils de Pierre-Éliott Trudeau, ben, je veux dire, l'appui à l'indépendance, magiquement, sans que les indépendantistes ne fassent rien, a augmenté. Je me souviens pas c'est quoi le chiffre, 55, 60, c'était très élevé. Puis, s'ils avaient pu là, faire un référendum, ça aurait été formidable. Mais on ne peut pas attendre que l'histoire nous fasse une passe sur la palette. Il y a des choses qu'on ne peut pas prévoir, et les choses imprévisibles, on doit laisser ça au destin et faire, en revanche, tout ce qu'on peut pour faire avancer notre idée. Et dans le tout ce qu'on peut, ben, il y a convaincre des gens. Faire en sorte que des gens qui pensent que c'est inutile changent d'idée. Pour faire ça,
ça ne se fera pas sans susciter un débat. Le débat de 1995, les Québécois ont beau être intelligents, ces arguments-là avaient beau être bons, ceux qui ont 37, 38 ans et moins ne les ont jamais entendus. Parce qu'ils n'ont pas voté à ce moment-là, ils n'ont pas participé au débat, ils jouaient à l'équivalent de l'époque de Pokémon Go. Je me rappelle même plus c'était quoi. On écoutait Nirvana, mais bon, j'ai pas assez de temps dans ce débat-là pour faire des niaiseries comme ça. Alors, il faut susciter un débat. Pourquoi? Parce que les gens, et les jeunes particulièrement, ils ne l'ont pas entendu, ça. Et si personne propose de faire l'indépendance, qu'est-ce qui va justifier que des journalistes aillent voir des gens pour leur demander « ce serait quoi l'avantage de ce projet que personne n'ose proposer pour vrai? » Ils feront pas ça. Pour justifier un débat de société largement médiatisé, on doit prendre des engagements. C'est l'étape première. Il faut que ce soit dans un horizon qu'on comprend. C'est une stratégie de mobilisation qui a fait ses preuves. Les Catalans, quand ils sont passés en 2006 de 15% d'appui à aujourd'hui un gouvernement majoritaire, disons 48% d'appui, mais là, ça a peut-être augmenté, bien, ils ne l'ont pas fait en mettant de l'eau dans leur vin. Ils l'ont fait en proposant leur projet. Et ce qui a annulé la division du vote indépendantiste de Catalogne, c'est un projet, une feuille de route commune pour faire l'indépendance. Et nous, c'est ce que nous prônons. Une feuille de route avec un engagement clair de réaliser l'indépendance pour éviter la division du vote et créer vraiment un gouvernement de coalition indépendantiste qui peut réaliser ce projet-là. Et à partir du moment où on a suscité le débat de société, bien, je veux dire, une fois qu'on a lu le livre qui fait dire oui et toutes sortes d'autres choses aussi, on réalise que les bons arguments sont de notre côté. Le moindrement qu'on va amener un questionnement sur la légitimité du régime canadien, comment pourront-ils dire que ce qu'ils ont, et les statu quo est plus démocratique que ce qu'on propose? Il faut qu'on réapprenne à rêver en dehors du cadre et à désirer plus. Et pour ça, il faut proposer plus que le statu quo. Merci. 3 minutes, 20 secondes. Donc, qu'est-ce qui va augmenter l'appui à l'indépendance du Québec? Il y a un premier point que j'ai déjà couvert, que je ne couvrirai pas à nouveau, prendre le pouvoir. De manière à ce que la langue française redevienne forte, la culture québécoise francophone et notre identité québécoise soient contagieuses, de manière à ce que notre démocratie fasse du sens, qu'on mette fin à la corruption et donc qu'on reprenne le goût du Québec, qu'on reprenne confiance en nous. Ça, c'est la base. Deuxième chose que je veux mentionner, peut-être qu'il faut enlever un peu de partisanerie politique et amener des faits dans ce débat-là. Et dans ce sens-là, le livre qui fait dire oui fait ça. Et il y a un institut sur l'indépendance qui s'en vient. Ça va changer les règles du jeu pour la raison suivante. Les radios et les télévisions, si on est politicien, et je viens de le vivre, là, moi j'étais chroniqueur à la télévision avant, j'avais plein de tribunes. La journée que tu es un politicien, là, c'est comme si c'était un étame dans le front. Et là, les gens disent, on le sait bien, virgule, tu vas dire que. La journée que la sphère citoyenne s'approprie la recherche sur la question et arrive avec des études approfondies et des faits, vous allez voir, le débat citoyen va s'activer et il y a des arguments de fond qui vont enfin pouvoir être véhiculés sur la place publique, dans les médias, ce qui a été très difficile au cours des dernières années. Troisième sujet qui me tient à cœur, et là, ça touche la course à la direction du Parti québécois. Le Parti québécois doit ouvrir ses portes grandes ouvertes à tous les Québécois. Mon slogan, c'est « Redonnons le PQ aux Québécois, virgule, à tous les Québécois ». Mais si on veut relancer l'option souverainiste, il faut que l'identité québécoise soit ouverte à tous et à toutes. Il faut qu'elle soit contagieuse. Et donc, le Parti québécois doit redevenir ce grand parti démocrate où des débats d'idées ont lieu de manière libre et stimulante. Ce que Option nationale a réussi à faire quand on regarde le succès auprès des jeunes sur les médias sociaux, c'est parce que les gens savaient que les débats à Option nationale étaient vivants, étaient pas arrangés avec le gars des vues, là, qui était authentique. Et ça, le PQ doit absolument revenir à ça. Et je dirais, le livre qui fait dire oui, les études, c'est 50%, mais l'autre 50% qui manque, c'est écouter. Écouter les gens qui sont indécis, écouter les gens qui n'ont pas voté PQ depuis longtemps, ne pas être seulement dans une mentalité de convertir autrui puis de dire ce qu'ils n'ont pas compris, mais l'inverse, écouter. Particulièrement être respectueux vis-à-vis les indécis. Moi, là, comme orphelin politique, les commentaires que j'ai eus de membres d'Option nationale, des candidats d'Option nationale, qui sont ici ce soir d'ailleurs, que je ne nommerai pas parce que j'adore le caractère respectueux et positif, mais quand j'étais orphelin politique et même quand je me suis présenté au Parti québécois, c'était des insultes personnelles. Parce que je ne suis pas un vrai souverainiste, au fond, je ne suis pas légitime.
Moi, je vous dis, là, si vous voulez 50% plus 1, on va se mettre dans une mentalité d'additionner. Ça veut dire qu'on est respectueux puis compréhensif du fait que peut-être quelqu'un ne voit pas les choses de la même manière. Et là, on dit « Bienvenue au Parti québécois ». Puis tu vas voir, à force de travailler ensemble, on va continuer le dialogue. Mais cette agressivité que j'ai vécue et que d'autres orphelins politiques ont vécue, parce qu'ils étaient orphelins et non pas dans la voie déjà tracée, là, elle existe. Moi, j'en veux plus. Ça nuit au Québec. Un dernier point. Je pense qu'on doit revenir, puis je vous l'ai dit, mais... Si tu termines? Service public, l'évêquisme. La carrière de René Lévesque, les gens ont suivi ce leader-là parce qu'il n'y avait pas de doute sur son intégrité, sur le fait qu'il était là pour aider du monde, protéger l'intérêt des gens. Il faut que ce soit au cœur du Parti québécois. Merci. Alors, 2 minutes chacun. Ouais. René Lévesque a proposé de réaliser la souveraineté association à chaque fois qu'il s'est présenté devant l'électorat, sauf à la fin. On ne peut pas évacuer ça du succès qu'il a eu. Autre chose, c'est bien sûr qu'il faut écouter les gens, la partisanerie, c'est bien sûr qu'il faut lutter contre la partisanerie. C'est pas en insultant quelqu'un qu'on le convainc, ça c'est une règle de base. Mais il faut convaincre et il faut mettre toutes nos énergies. Moi, j'ai un problème avec l'idée qu'on va laisser le fardeau à la seule société civile de faire la promotion de l'indépendance. Parce que le gouvernement n'est pas obligé de s'en désengager pour que la société civile le fasse. La société civile, là, elle le fait en ce moment, je veux dire, avec les moyens qu'elle a. Tout le monde le fait avec les moyens qu'il a. Tu sais, c'est pas si, mettons, si le PQ commence à dire « Hey, on le fera pas pantoute », les gens, ça va pas les motiver à le faire plus. Les gens travaillent, ont des occupations, font du bénévolat, ont des familles. Il n'y a pas de commune mesure avec les moyens de la société civile et les moyens d'un parti politique qui est au gouvernement et qui a des employés et qui a le micro sous le nez tous les jours. Et on doit absolument pas, les indépendantistes du Parlement doivent absolument pas se désengager de ça. Ils doivent absolument pas dire on n'utilisera pas les moyens du gouvernement, mais pourquoi vous êtes là d'abord? Disait Parizeau en 2013 au Congrès d'Option nationale. Pourquoi vous êtes là si vous n'êtes pas là pour utiliser les moyens du gouvernement pour faire ce dont le Québec a besoin? Il ne faut pas perdre ça de vue. C'est fini? 10 secondes. 10 secondes. Il faut qu'on prenne tous nos moyens pour y arriver. On ne peut pas se permettre un parti indépendantiste ne peut pas se permettre de se désengager sur ce plan-là, puis de dire qu'il ne mettra pas les moyens. Et ça amène une dissociation entre les services publics et le régime canadien dans lequel on est, et ça fait en sorte que les gens pensent les deux séparément, alors que pour que l'appui augmente, il faut que les gens pensent les deux ensemble. Il faut qu'ils voient le lien entre les deux. Il faut rétablir ce lien-là. Merci. J'ai d'excellentes nouvelles pour toi, Sol. On est rendu au tutoiement. C'est bien correct. Je suis bien correct. C'est pas parce que les gens décident que les politiciens ne peuvent pas faire preuve de leadership. Mon argument ce soir, c'est en fait l'inverse. Plus les citoyens sont confortables dans l'idée qu'ultimement, c'est eux qui décident, plus le politicien qui est souverainiste peut dire « Bien, moi, je vais vous en parler des faits, puis de la vérité, puis ce qui nous arrive en ce moment. » Et les gens n'ont pas à être insécures en se disant « Tu es en train d'organiser un référendum contre notre gré. » C'est le pouvoir est déjà entre les mains de la population. Donc, il y a une forme d'affranchissement de ce problème qui est la perception du conflit d'intérêts dans lequel baigne le Parti québécois depuis plusieurs années. Il y a un affranchissement de ça dans ce que je présente. Donc, ce n'est pas parce que les gens décident que moi, je ne peux pas dire la vérité puis servir la vérité, donc le meilleur intérêt du Québec sur la cause nationale. L'autre chose inusitée, c'est que souvent, on pense à mobilisation citoyenne puis on pense à une pétition. Je me suis fait servir l'argument, pour la démission de Jean Charest, on a juste eu 400 000 signatures, 20 % de la population, c'est bien trop. Une pétition, il n'y a personne qui a pensé que Jean Charest allait vraiment démissionner avec une pétition. C'est vrai. La journée, par contre, qu'on dit aux gens, c'est automatique puis le pouvoir est entre vos mains, c'est pas un leader, c'est pas deux leaders. Il y a des leaders des 4 coins du Québec, mais avec des profils complètement différents qui vont se lever dans la sphère citoyenne. Et c'est vraiment, on revient au contrat social de Rousseau versus l'approche britannique qu'on appelle top-down en anglais.
Il y a une façon de concevoir la souveraineté qui est top-down, où est-ce qu'une poignée de personnes, grâce à une stratégie magique, réussissent à trouver la stratégie qui fait que, rapidement, comme ça, il y a une souveraineté. Puis il y a l'approche très scandinave et très rousseauiste de dire la population est capable de prendre en main son destin national. Moi, je suis de la deuxième école. En ce moment, le Parti québécois ne propose pas de faire l'indépendance et ne fait pas de gros efforts, à part la création de l'IRE, qui au fond est maintenant un organisme de la société civile, ne fait pas vraiment d'efforts pour la promotion de l'indépendance. On devrait en conclure donc que la société civile se sent entièrement responsable du projet et que là, tout à coup, elle se déchaîne et que la vague déferlante, le tsunami indépendantiste de mobilisation va porter fruit. Je le souhaite. Puis moi, je vois des gens se donner cœur et âme depuis des années pour faire avancer le projet d'indépendance, et puis ils sont patients, et puis ils sont vertueux, puis ils le font toujours, sans relâche, dans des contextes qui sont parfois décourageants. Et ces gens-là, ils ont besoin de soutien. Et il va se joindre d'autant plus de gens à ces gens-là qu'il va y avoir un gouvernement en place pour dire « Hey, on va vous envoyer du vent dans les voiles. On va ramer, nous, avec vous. Regardez même, on a un moteur. » On ne peut pas se passer d'aucune forme de mobilisation. Il nous la faut toute maintenant. Parce que le statu quo, là, la mobilisation qu'on a à l'heure actuelle, elle n'est pas suffisante, si formidable qu'elle soit, et autant elle est de qualité. Je pense que ce qui nous oppose fondamentalement dans la question de l'écoute, bien évidemment, tout le monde est pour l'écoute de la population, dans la question des sondages, oui, mais là, il faut réaliser, les gens ne veulent pas de référendum, c'est une philosophie, un positionnement par rapport à la démocratie. C'est quoi la démocratie? C'est quoi le rôle d'un parti politique? Est-ce que c'est de regarder les sondages et d'offrir la chose la plus populaire pour être vraiment connecté? À ce compte-là, le Parti québécois était vachement connecté avec sa charte des valeurs, que d'ailleurs, avec laquelle vous n'étiez pas en accord, et qui avait un appui majoritaire dans la population. Est-ce que c'est ça qu'il fallait faire? Est-ce que ça a amené l'indépendance plus loin? On doit s'inspirer du courage de ceux qui ont fait changer l'opinion. On ne doit pas prendre l'opinion pour un fait qui ne bouge pas. Sinon, on va perpétuer toujours la même chose. On doit amener l'opinion plus loin. C'est ça, faire preuve de leadership. On doit s'inspirer de ceux qui ont eu ce courage-là et non pas se résigner et se soumettre à une opinion qui est aussi dirigée par des médias pas toujours favorables et souvent hostiles au projet d'indépendance. Et on a besoin de toutes nos forces pour le faire. On a besoin des forces de la société civile, on a besoin des forces des partis politiques. Il n'y a pas un militant indépendantiste qui peut se dire que, bon, qui peut surfer sur la vague. Là. Il faut y aller à toute voile, toute vapeur. C'est ce que je souhaite qu'on fasse. Mais pour faire ça, il faut s'engager à faire l'indépendance. On doit cesser de capituler là-dessus ou de remettre ça à plus tard. Ça n'a pas fait augmenter, parce que remettre ça à plus tard, c'est ce qu'on fait depuis 20 ans. C'est pas une affaire nouvelle, je m'excuse. Ne pas s'engager, ne pas mettre d'argent dans la promotion de l'indépendance, c'est ça qu'on fait depuis 20 ans, précisément. L'impact, il est où? La vague de mobilisation, elle est où? Elle n'est pas là. On doit changer de stratégie, s'inspirer de ceux qui gagnent, s'inspirer des Catalans, s'inspirer des Écossais, de ceux qui ont mis le cœur à l'ouvrage et qui ont pris des engagements lorsque le vent était dans leur face, qu'ils étaient minoritaires, qu'ils n'étaient pas en bonne posture pour gagner. C'est ça qu'on doit faire. Et quand on va faire ça, on va l'avoir, la nécessaire refondation du mouvement indépendantiste. On va la recréer, l'alliance des indépendantistes. On va l'avoir, notre gouvernement majoritaire qui réalise l'indépendance pour vrai. Moi, je suis patient, mais faisons que ça arrive rapidement. S'il vous plaît. Merci beaucoup. Alors, M. Saint-Pierre Plamondon, vous avez 2 minutes et 1 minute 40 d'envolée lyrique. D'envolée direct? Wouhou! Je l'échappe. Tout l'argumentaire de Sol, essentiellement, c'est que je ne pourrais pas faire preuve de leadership parce que j'ai remis le pouvoir entre les mains de la population, puis c'est pas vrai. Donc, je suis complètement désaccord. Un politicien peut inspirer. En fait, ce soir, c'est ça qu'on fait, là. On convainc des gens le mieux qu'on peut d'un point de vue dans lequel on croit. Et c'est pas parce que j'ai remis le pouvoir entre les mains de la population que je ne peux pas exercer un leadership. Cette idée-là, j'en suis convaincu. Deuxième chose, tu as raison, Sol, de dire que le PQ n'a pas fait la promotion de la souveraineté. Et ça s'explique par l'ambiguïté d'une position, puis c'est d'ailleurs la position, grosso modo, d'Alexandre Cloutier et de Véronique Yvon. C'est de dire,
On va vous le dire quelques mois avant, dépendamment de notre feeling, s'il y a un référendum ou pas. Mais si quelques mois avant, parce qu'ils veulent gagner l'élection puis qu'ils voient que finalement, c'est peut-être pas ce qu'ils voulaient, disent « OK, il n'y aura pas de référendum », pensez-vous vraiment qu'après, dans les 4 années suivantes, ils vont être capables de parler de souveraineté? Ils ne pourront pas. Parce que tu te commets, puis ensuite tu essaies de changer d'idée. Il y a un double discours puis une ambiguïté qu'on reproche au Parti québécois. Et moi, mon point, c'est qu'il faut sortir de ça. Donc, il faut que ce soit clair. Puis une fois que c'est clair, il faut qu'il y ait aussi une place pour qu'un déclenchement du référendum soit fait dans des conditions gagnantes, que ce n'est pas le Parti québécois qui est allé au pif pour se demander si les conditions gagnantes sont là, mais plutôt parce qu'il y a une véritable mobilisation populaire qui se porte garante du processus. Puis j'ai une envolée lyrique à quel moment. Mais je pense qu'il y a quand même des points d'accord entre Sol et moi. Il n'y a personne ici qui ait parlé ce soir de mutisme. Et moi, le socle de la promotion de l'indépendance comme politicien, je peux en parler parce que mon histoire est différente de celle de Sol, je crois. Moi, j'ai voté oui en 95. Mes parents ne voulaient pas que je vote, puis ils ont refusé d'aller me porter au bulletin de vote, tellement que ma famille est rouge. Et après, il y a eu une défaite référendaire. J'ai passé du temps à essayer de trouver une solution pour le Québec au sein du Canada, notamment parce que dans ma famille, des gens ont voté non de bonne foi. C'est pas des gens méchants, mes parents, là. C'est des gens qui ont écouté les arguments puis qui ont dit, ben, d'un coup, qu'une solution est possible à l'intérieur du Canada. Au fond, une fédération, ça peut marcher. Regardez la Suisse, blablabla. C'est pas vrai rendu en 2016. Fait que la raison pourquoi je suis souverainiste, moi, c'est pas parce que j'ai vu la lumière dès l'âge de 3 ans, là. C'est une question de service de la vérité. Puis moi, je le conçois comme le service des gens. Dire la vérité, aider du monde. Et je pense que ce discours-là a le potentiel de reconnecter le Parti québécois, mais le mouvement souverainiste dans son ensemble, avec du monde qui, pour l'instant, ne nous écoute pas. On a eu une tendance à se parler dans un contexte de microcosme entre gens convaincus, mais lorsqu'on regarde ceux qui ne sont pas convaincus, ils ne l'étaient pas plus là, au cours des dernières années. Donc, je dis, il y a des choses comme le service de la vérité, la protection des gens, la fierté d'être québécois, qui sont universelles et qui, moi, je pense, sont le moteur d'un momentum qu'on va reprendre. Donc, toute ma pensée est dans ce sens-là, et ça ne veut pas dire, genre, je finis avec ça, c'est pas parce qu'on fait confiance à l'intelligence des gens qu'on leur demande de faire du travail au lieu de demeurer passivement à écouter les arguments des rouges puis les arguments des bleus, comme on a vu durant les référendums. C'est pas parce qu'on leur dit, vous prenez vos responsabilités, puis quand on sait qu'on a tout ce qu'il faut, c'est automatique, on y va. C'est pas parce qu'on dit ça qu'on n'a pas de leadership. Puis c'est pas parce qu'on dit ça qu'on dit pas la vérité aux gens, puis c'est pas parce qu'on dit ça qu'on n'a pas une notion de service public et donc la volonté d'éclairer les gens sur leurs meilleurs intérêts, comme le disait René Lévesque. Moi, c'est ça ma vision, c'est ce que je pense qui va nous amener vers un pays qui s'appelle le Québec. Alors, vos applaudissements sont pour les deux opposants, n'est-ce pas? Ce n'est pas terminé.